Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. À quoi ressemble le parcours d'une femme atteinte d'endométriose ? Cette maladie chronique, longtemps restée sous silence, malgré des symptômes invalidants et ses effets sur la fertilité, toucherait en France aujourd'hui pas moins d'une femme sur 10. Des femmes qui doivent attendre très longtemps, trop longtemps pour voir leurs symptômes aboutir à un diagnostic. Un parcours douloureux auquel s'ajoute le fait qu'il n'existe pas de traitement définitif aujourd'hui, même si heureusement les choses avancent de ce côté. Ce qui avance surtout, c'est la prise de conscience, la mobilisation face à une maladie qui impacte la qualité de vie et peut aussi bouleverser des projets de maternité. L'endométriose, on en parle aujourd'hui avec une de celles qui en ont fait une cause à défendre. On la connaît comme actrice, réalisatrice et productrice de cinéma, mais c'est aussi la présidente d'honneur de l'association Info Endométriose. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai été frappé, je pense comme vous, quand on découvre cette maladie, on va presque de Caraïbes dans Scylla. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une espèce de succession de sens interdits, ou j'ai envie de dire de cul-de-sac pour celles qui en sont frappées. L'une des choses les plus frappantes pour moi sur l'endométriose, c'est que l'une de ces grandes injustices, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est une maladie récente, comme un mal du siècle, alors qu'en fait pas du tout. Cette maladie, elle a été décrite la première fois en 1860. Ce qui est récent, c'est qu'on en parle. Bah oui, elle existe depuis toujours. Et comme vous le disiez, le temps de diagnostic est très long et le plus long. Et ça, je le redis, une des raisons pour lesquelles on en parle et qu'on veut en parler encore plus, c'est pour faire diminuer ce temps de diagnostic qui est de 7 ans et demi. Alors ce qui est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vivent avec pendant 15 ans sans savoir qu'elles ont cette maladie. Maladie chronique, donc, comme vous dites, une maladie en général, en moyenne, c'est 3 ans et demi. Déjà, c'est long comme temps de diagnostic, et ça, c'est le plus long dans les maladies. Donc, 7 ans et demi, c'est la maladie, voilà. Donc, on comprend qu'il y a le tabou des règles, évidemment, derrière. C'est toujours compliqué. Il y a aussi la difficulté pour les femmes de parler. Les femmes ont plus de mal. On parle beaucoup de la libération de la parole des femmes, mais c'est vrai qu'elles se sont tues pendant longtemps. Et puis après, il y a des erreurs ou des raccourcis qu'on fait, peut-être parce qu'on dit les règles c'est douloureux, parce que sur la boîte de paracétamol il est marqué pour règles douloureuses, mais en fait douleur, quelle douleur ? Ouais. Douloureux un peu, douloureux un tout petit peu, mais des grosses douleurs, et c'est ça, toute la question du niveau de la douleur. Des femmes qui tombent dans les pommes, qui ont mal à être enfermées dans le noir, qui vomissent, qui sont pliées en deux. Donc cette douleur-là n'est pas normale. Et c'est pour ça qu'on a, après avoir beaucoup bataillé pour trouver la bonne formule pour cette campagne qu'on a lancée en 2015, on a trouvé cette formule qui était « les règles, c'est naturel ». Pas la douleur. Donc si vous avez une douleur, c'est peut-être pas une endométriose très grave, mais il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout. Alors on va rentrer dans le détail de tous ces potentiels d'amélioration, j'ai envie de dire à la fois dans le diagnostic, le traitement et puis la prise de conscience. Je le disais en introduction, c'est une maladie qui n'est ni récente ni rare. En France, ça touche près de 10% des femmes en âge de procréer, c'est environ 2 millions de femmes potentiellement ? Alors c'est une femme sur 10 qui est touchée de manière handicapante, mais en réalité, c'est 2 femmes sur 10 si on prend des formes qui sont plus bénignes, qui vont pas vous handicaper, mais qui peuvent quand même se révéler un peu plus tard ou à d'autres moments. On peut avoir des lésions d'endométriose plus légères, mais il y a effectivement une femme sur 10, ça veut dire qu'à l'école, c'est simple, autour de vous, dans votre classe, vous en aviez forcément 2 ou 3 copines ou amis proches qui sont frappées et qui ne le savent pas forcément. Et c'est ça toute la difficulté. D'où l'information, et je vous remercie de m'inviter. Alors justement, quelques mots sur Info Endométriose. Vous n'en êtes pas que la présidente d'honneur, en fait, vous l'avez fondée avec Chrysoula Zacharopoulou, alors qui se trouve aujourd'hui être secrétaire d'État chargée de la francophonie, mais c'est pas son vrai premier métier. À la base, c'est surtout une des grandes spécialistes de l'endométriose. Elle est gynécologue, absolument, et je l'ai connue à cette époque. Elle était très engagée, elle avait fait des études en Italie, elle est grecque, elle a ce R qui roule, absolument charmant. Elle était très engagée sur ces questions-là, parce qu'en Italie, ils avaient fait une campagne nationale. Les Italiennes s'étaient beaucoup mobilisées sur l'information et avaient envie de faire bouger les choses.
On avait contacté Imani, qui à cette époque, qui est une chanteuse, avait pareil une voix merveilleuse, avait fait une longue lettre sur Facebook où elle avait raconté qu'elle était touchée par l'endométriose, donc que ça l'avait handicapée, et c'était très émouvant. Et à toutes les trois, on a décidé de... C'était pas l'idée de faire une association, une nouvelle association, parce qu'il existe des associations comme Endo-France, qui étaient déjà très actives, mais l'idée de lever des fonds, faire une vraie campagne d'information nationale, d'aller vraiment là où ça doit se savoir, c'est-à-dire dans les infirmeries scolaires, à l'école, chez les jeunes filles, pour qu'elles apprennent, parce qu'après, évidemment, les premières règles, quand on commence à prendre la pilule, les symptômes s'effacent, enfin c'est un peu compliqué, mais donc dès le début, parce qu'on dit souvent, des jeunes filles qui demandent à l'école, à l'infirmerie, qu'elles ont un peu mal et on les prend pas au sérieux. On dit oh là là, elle est un peu chochotte, c'est dans sa tête, elle a pas envie d'aller à la piscine. Non. Donc de former les infirmières scolaires, c'était important pour nous et d'aller jusque là. Alors, pourquoi l'avoir rejointe ? Pourquoi vous être jointe à ce combat, alors que vous n'étiez pas touchée par la maladie directement ? Parce qu'en fait, je suis fille de chirurgien, que moi j'ai vraiment grandi dans un monde de médecins, et que quand Chrysoula est venue me voir, je me suis dit c'est impossible qu'à 40 ans, je ne connaisse pas ce mot, et en plus imprononçable. Endométriose. Alors vraiment, voilà, c'est l'endomètre, c'est cette paroi qui est dans l'utérus et qui tous les mois devient les règles. Et il faut l'expliquer d'ailleurs, parce que de fait, le mot est compliqué, mais si vous n'êtes pas touché, c'est difficile à comprendre. Puis alors, les comprendre. hommes qui ne voient pas de gynéco dans leur vie, sauf si leur femme tombe enceinte, ne comprennent carrément pas ce que c'est. Donc l'endomètre, c'est cette muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus et qui à la fois s'élimine et se régénère avec le cycle des règles chaque mois. Ça, c'est quand ça se passe bien. L'endométriose, c'est quand l'endomètre se développe en dehors de l'utérus. Moi, là aussi, j'ai été frappé. Je pensais que l'endomètre pouvait aller un peu en haut, en bas, dans les trompes, ailleurs, etc. Et en fait, non, il peut se développer, coloniser est un bien grand mot, mais aller bien au-delà d'autres organes. Voilà, les formes graves, on peut parler de colonisation. Les formes graves, c'est vraiment, c'est cet endomètre qui se met effectivement plutôt du côté des trompes. Mais oui, ça peut aller jusqu'au côlon, ça peut remonter. Il y a même certains cas, ça va dans les poumons. Et puis certains cas, il y en a même une jeune fille, on a su qu'elle avait une petite lésion d'endomètre comme ça dans l'œil, et donc elle saignait, elle avait du sang, elle pleurait du sang, donc c'est complètement fou. Bon, ça c'est extrêmement rarissime, mais en fait ce qui se passe, c'est que effectivement, donc il y a des particules et on ne sait pas très bien comment qui s'échappent et qui vont dans le corps. Or le sang dans le corps, c'est un hématome. Quand vous avez du sang dans le corps, donc tous les mois, cet endomètre se met à saigner, cette lésion, enfin ces tissus d'endomètre, ça fait comme un bleu, ça fait comme un coup, c'est très douloureux, plus ou moins à l'endroit où il se place, et puis après ça colle évidemment les organes entre eux, enfin c'est un petit cauchemar, et donc c'est la première cause d'infertilité en réalité. On ne le dit pas assez, c'est la première cause d'infertilité. Et donc, il y a des femmes qui font des FIV, qui vont essayer d'avoir des enfants, alors qu'elles auraient dû commencer par vérifier qu'elles n'avaient pas une endométriose, soigner cette endométriose pour pouvoir avoir des enfants. Et donc, c'est vraiment au moment où, donc, ce que je expliquais, que des jeunes filles prennent la pilule, et au moment où on veut avoir un enfant, vers 30 ans, on arrête la pilule, et là, la catastrophe, c'est trop tard. D'où l'importance de connaître très jeune cette maladie, de pouvoir aller vérifier, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, si vous avez des règles douloureuses, ce n'est pas normal, il faut aller voir un gynécologue. Alors justement, le premier symptôme, c'est la douleur. Le problème, c'est qu'évidemment, votre maman, vos copines vous ont dit que avoir ces règles, c'est douloureux. Oui, puis en plus... Et même votre médecin de famille peut vous dire, oui, vous avez mal au ventre quand vous avez vos règles. Oui, vous avez un peu plus mal que les autres, prenez du paracétamol. Et la complexité du diagnostic, c'est que on a mal dans les reins, on a mal au dos, donc on va aller voir un ostéopathe, on va voir le médecin général, le gynéco qui n'était pas forcément formé, qui de plus en plus est informé et formé aujourd'hui, mais malgré tout, tous ne l'étaient pas, nous disaient non, mais c'est rien, c'est dans votre tête. Et donc c'est le pire que tout, c'est que c'est toutes ces femmes qui ont vécu pendant des années, des siècles. Moi, j'entends beaucoup de femmes plus vieilles de l'époque de ma grand-mère qui me disaient mais moi, tu vois, j'avais des règles très douloureuses, j'ai pas pu avoir d'enfants, j'ai mis beaucoup de temps, et puis un jour mon gynéco m'a dit il y avait plein de trucs, là je vous ai tout enlevé, et elles sont tombées enceintes. Et elle me dit mais si ça se trouve, j'ai compris grâce à votre campagne, j'avais une endométriose. Bon voilà, pendant des années, on ne savait pas, ou les médecins n'étaient pas suffisamment formés.
Là, je crois qu'on a fait beaucoup de bruit depuis 10 ans et puis de plus en plus dans le monde. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin encore. Alors, j'ai lu récemment une interview de vous où vous disiez que pour vous, c'était une maladie, ouvrez les guillemets, profondément féminine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai l'impression que vous parliez pas juste de physiologie, là, pour le coup. Féminine parce qu'elle touche à tout ce qui définit pour la société les femmes, c'est-à-dire la femme enfante, la femme doit jouer ce rôle. Il y a aussi, et ça c'est encore plus tabou, le fait que l'endométriose peut créer des douleurs dans les rapports sexuels. Et donc là aussi, c'est l'un des symptômes. C'est l'un des symptômes. Donc les femmes ne le savent pas. Et donc, j'allais dire, c'est important que les hommes connaissent cette maladie. Parce que si vous voyez que votre petite amie se met à froncer les sourcils et n'ose pas vous dire qu'elle a mal dans les rapports sexuels, c'est peut-être une endométriose. Donc tout ce qui touche, alors les femmes, pour elles, c'est une honte, elles le cachent et ça les destitue d'une position dans la société. Donc c'est dans ce sens où je trouve ça encore plus violent que cette maladie n'ait pas été prise en charge par les médecins, par les chercheurs, parce que pendant des années, il n'y avait pas de recherche sur l'endométriose. Alors, aujourd'hui, ça s'accélère aux États-Unis, en Europe, en France, mais c'est quand même fou. Je pense qu'on disait, d'ailleurs, souvent, si ça avait été une maladie d'homme, peut-être qu'on aurait trouvé la solution depuis un petit moment. De fait, on se prend à imaginer, si ça avait été une maladie purement masculine, peut-être qu'on aurait été mobilisé plus fort, plus vite. Je pense à penser que si les hommes avaient leurs règles, on aurait tous une semaine de vacances par mois. Non, mais même dans la prise en charge par rapport à la société, vous expliquiez donc une femme sur 2 de manière handicapante, donc n'ose pas le dire, puisqu'on parlait de ce tabou, de cette honte, on le cache, on a peur en plus, parce que c'est donc chronique, évidemment. Donc font des faux certificats médicaux. Et donc, c'est un manque à gagner pour les entreprises de ne pas prendre en charge cette maladie. Voilà, ça permettrait d'être plus efficace. Et puis après, je ne vous parle pas des sportifs de haut niveau, des femmes qui sont dans des compétitions. JO, donc à Rio, il y avait eu une Chinoise qui devait être, c'était une des grandes favorites, qui avait été 2e et qui avait osé dire qu'elle n'avait fait des mauvais résultats parce qu'elle avait ses règles et que probablement elle avait une endométriose. Et donc, ça avait fait la couverture de l'équipe, la couverture de Courrier International. C'était la première fois qu'on parlait des règles et des règles douloureuses. On n'a pas cité le mot endométriose, mais sur une compétition internationale. C'était il y a 5 ans, 7 ans. Ouais. Bon, les choses accélèrent quand même. On le disait, c'est cet impact sur les femmes, il n'est pas que physique, c'est pas juste la douleur, d'autant que la douleur est un symptôme et que les malades vous disent avoir 4 ou 5 symptômes différents. Il y a des impacts sur la vie intime, sur la vie sociale, vous le disiez, sur la vie professionnelle. On a même des chiffres d'une étude justement d'Endo-France de juin de l'année dernière. 65% des femmes qui sont atteintes notent un impact négatif de la maladie sur leur vie professionnelle. Alors évidemment, on se dit comment en serait-il autrement, vu la sévérité des symptômes. La moitié des participantes à l'étude estiment que l'endométriose a entravé leur carrière. Licenciement, contrat non renouvelé, moindre avancement de carrière, etc., etc. Ces impacts-là, ils sont durs à anticiper. C'est compliqué d'aller travailler quand on est en train de se tordre de douleur, littéralement. Mais c'est pour ça que plus la maladie est prise tôt, plus ce sera plus simple, ou en tout cas moins compliqué, parce que les formes graves, évidemment, c'est ce que je disais, voilà, ça s'empile, ça colle. Alors mon père qui est chirurgien digestif, donc c'est pour ça que c'est pas que les gynécologues qui les opèrent, c'est multidisciplinaire, en opère et me dit, voilà, c'est clairement sous-estimé. Il aurait aimé parfois se dire que ces malades, si elles avaient été beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt suivies, accompagnées, et d'ailleurs en Belgique, il existe un centre de la douleur, et ils ont fait un centre de l'endométriose, comme ça, exactement cette idée d'avoir un sophrologue, parce qu'il y a plein de façons de pouvoir traiter, accompagner les malades, avoir chirurgien digestif, gynécologue, il y a même du shiatsu, parce qu'on sait que certains points peuvent aider. En tout cas, toutes ces disciplines et tous ces spécialistes réfléchissent, travaillent, accompagnent les femmes dans dans quelque chose de pluridisciplinaire qui, à mon avis, serait la solution. Alors c'est toujours pareil, c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, mais ils sont en train de faire des tests. Par exemple, ils se sont rendus compte que le CBD faisait de l'effet sur
voilà, sur les lésions qui sont nerveuses. Et là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose aussi. Donc, on cherche. Parce il y a de la recherche. À ce jour, il n'y a pas de traitement curatif connu. Non. Ce qu'on traite, c'est les symptômes. On traite la douleur, on traite... Voilà, la seule façon de traiter, c'est de faire une ménopause précoce, en réalité. Donc non, c'est pas forcément la solution. Donc oui, on traite, on soulage. Avec de la cellio, on peut vraiment nettoyer et soulager. Mais évidemment, ça revient au bout de quelques années. Et c'est très différent. Les cas sont tous très différents. Chaque cas est particulier. Donc ça demande... voilà, un accompagnement et une compréhension de cette maladie. Donc c'est certainement pas en se disant qu'elle n'existe pas et en faisant des FIV et en proposant des FIV aux femmes qui ont des problèmes que ça va avancer. Avec ce que vous savez aujourd'hui sur ce déficit de diagnostic, parce que c'est de ça qu'on parle, quels conseils donneriez-vous à une femme, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui soupçonnerait d'être touchée par la maladie ? De se rapprocher justement de gynécologues qui sont sensibilisés et de tout de suite prendre le problème de manière globale et pas simplement, en tout cas pas s'enfermer, parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de solutions, il y a des antidouleurs, mais il y a aussi la pilule qui peut effectivement prendre cette pilule sans arrêt, non-stop, mais se poser la question de quand on veut avoir un enfant. En tout cas, anticiper les choses. Et puis, aller regarder, parce que une des raisons pour lesquelles on a monté Info Endométriose, c'est qu'on met des vidéos, des blogs, vous avez des spécialistes qui parlent. Je crois que ça aussi, c'était notre envie, c'était qu'il y ait un lieu où vous pouvez vous informer. EndoFrance aussi, mais c'était donner des bonnes informations. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la mobilisation, en tout cas la prise de conscience avance, ça peut marcher. C'est-à-dire que depuis, dans l'année écoulée, la France a dévoilé un plan d'action sur le sujet, à la fois sur l'accompagnement des malades, le meilleur diagnostic, la prise en charge des patientes, et puis aussi sur la recherche. L'INSERM va mettre en place un programme d'équipement prioritaire de recherche doté de 25 à 30 millions d'euros sur 5 ans. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose d'assez visible et matériel. Le but, c'est de regrouper l'ensemble des meilleurs chercheurs dans toutes les disciplines qui peuvent intervenir dans le champ de l'endométriose. Et vous le disiez, ce champ, il est finalement assez large. Oui, mais quand on voit le montant qu'on a mis pour le Covid, je pense qu'on pourrait faire un petit effort supplémentaire sur l'endométriose. Si je peux me permettre, vu le nombre de femmes que ça touche. Mais voilà, malheureusement, je trouve que ça manque malgré tout beaucoup de moyens pour la recherche, parce que c'est vraiment là où on va avancer. Mais ça avance. Mais ça avance. Chez les femmes que vous rencontrez qui sont touchées pour le coup par la maladie, quelles sont les demandes, les plaintes, les choses qui reviennent le plus souvent dans la conversation ? Sur quoi elles vous demandent d'avancer ? La prise en charge, je pense que c'est vraiment la prise en charge. Et c'est un sujet, parce que toute la complexité, c'est qu'il y a des cas très très différents. Pour moi, l'avancée la plus importante, alors après, c'était différent sûrement pour Chris. Alors on a d'abord voulu... et signer des chartes avec différents ministères. Donc l'éducation nationale, comme je vous le disais, on a fait ces posters et ces campagnes qu'on a publiées dans toutes les écoles, lycées de France, mais aussi avec le ministère de la Santé pour que, évidemment, la recherche et la prise en charge soient prises. Mais c'était aussi le droit des femmes, et pour que ne devienne plus tabou, et parce que c'est vraiment une question importante, cette question des règles, comme si on devait, en cours de récréation, il y a un moment où on chuchote pour demander si t'as pas un Tampax. Voilà, il y a quelque chose comme une honte, ce qui est quand même assez fou. Et donc, je crois beaucoup, moi, à cette éducation sexuelle, au fait que les gynécologues, donc le GNOF, le Collège national des gynéco et obstétriciens, ont monté un fonds, le Fonds pour la santé des femmes, en disant il faudrait lancer un programme où il y aurait un gynéco à l'école. Et je trouvais ça assez formidable, soit un gynéco ou un médecin qui viendrait dans les écoles pour faire cette, on va dire, éducation à la sexualité, qui est souvent, malheureusement, plus une éducation reproductrice. Fait par un prof de bio qui n'a pas forcément envie. Sur la reproduction des animaux et des papillons. Non, mais, et la complexité
de se dire que les garçons, malheureusement, ne sont pas confrontés à ces questions, ce que je disais au tout début, sauf s'ils ont des enfants, mais ne voient pas de gynéco, et que c'est un problème qui doit être pris par les hommes et les femmes, qu'on ne doit pas avoir peur d'en parler, comme des MST qui sont en augmentation, que je crois qu'il y a une vraie besoin de faire venir les médecins et gynécologues pour parler de ces sujets-là à l'école. Dans la prise en charge, il y a toute la partie santé, j'ai envie de dire. Il y a aussi des mesures qui ont été annoncées dans le monde du travail, c'est-à-dire améliorer les conditions d'exercice des femmes qui souffrent d'endométriose en aménageant des horaires, en aménageant le poste de travail, en aménageant le poste tout court d'ailleurs, et puis former et informer les médecins traitants et puis les médecins conseillers de l'assurance maladie, parce que dans certains cas graves, on peut déclencher un dispositif qui s'appelle ALD31 qui en fait accompagne des affections de longue durée. C'est là où on voit qu'on a des cas qui sont à bas bruit, c'est-à-dire des femmes qui disent « Ah, j'ai un peu plus mal pendant mes règles que d'habitude », et puis des gens qui sont totalement invalidés en fait. Mais ça, c'est formidable. Et que les assurances et que le monde du travail prennent ça en charge, c'est formidable. Et ça, c'est ce qui a aussi beaucoup changé. Je pense que nos campagnes ont peut-être, en tout cas, le fait d'avoir fait tout ce bruit, ces marches où on était au début peut-être une petite centaine et après des milliers, je pense que malgré tout, ça a fait bouger ce regard-là dans le monde du travail. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Il est plus commun aujourd'hui de pouvoir télétravailler. On peut aménager plus facilement les choses. Oui, prenons en compte les règles des femmes. Si Julie Gaillet avait une petite baguette magique qu'elle puisse faire magiquement avancer quelque chose, que ce soit la prise en charge, que ce soit l'argent investi dans la recherche ou quoi que ce soit, sur quel point est-ce que vous auriez envie d'aller plus loin maintenant, aujourd'hui ? C'est des fameux centres de référence. Ce fameux centre dont je vous ai parlé en Belgique. Voilà, ce qui serait formidable, c'est que ce soit très identifié. À Rouen, ils étaient très précurseurs sur la question. Qu'il y ait sur toute la France, on puisse avoir des centres comme ça, pluridisciplinaires, sur ces questions-là où les femmes puissent se tourner. Écoutez, on prend note. Il va falloir aller chercher les fonds pour financer ces centres. Avant de se quitter, 2 mots sur l'action d'AXA en faveur de la santé des femmes. AXA Prévention a lancé en septembre dernier une grande opération de sensibilisation au travers d'une grande enquête inédite qui a donné la parole à 130 femmes sur leur parcours de santé. On y a beaucoup appris. L'association a également lancé une campagne de sensibilisation nationale autour du thème, ouvrez les guillemets, la santé des femmes est l'affaire de tous. Une campagne relayée au cinéma, dans la presse et sur les réseaux sociaux. On vous mettra un lien vers cette campagne dans les notes de l'émission. Julie Gaillet, merci encore de nous avoir donné un peu de votre temps. Moi, j'en ai beaucoup appris, en tout cas moi. Si on veut en savoir plus, on peut trouver des infos sur le site de Info-endométriose. Info-endométriose.fr. On mettra là encore les liens dans les notes de cette émission. Effectivement, c'est une question pour tous. Alors messieurs, intéressez-vous aussi à cette santé des femmes. C'est pas que un problème de filles. Voilà. C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de confiance. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme toujours, on ne saurait trop vous encourager à vous abonner à ce podcast. Très honnêtement, entre nous soit dit, on a même beaucoup de mal à imaginer que vous ne l'ayez déjà fait jusque-là. Vous pouvez aussi aller écouter tous les épisodes que vous auriez ratés sur cette saison. On reste à l'écoute de vos questions et de vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur la page de l'émission. Et à bientôt pour une nouvelle Question de confiance. Merci beaucoup.